Christopher Gérard, vous êtes écrivain belge de langue française, vous êtes né à New York, vous vivez à Bruxelles. Depuis maintenant 30 ans, vous écrivez à contre-courant de la platitude littéraire d'aujourd'hui, selon les termes de Bruno Sissol. Vous venez de rééditer une version remaniée du Songe d'Empédocle aux éditions de l'Âge d'Homme. Christopher Gérard va nous parler de la beauté et du sacré en s'entretenant avec Thibaut, qui, comme vous, est amoureux des belles lettres et est également auditeur de la première promotion de l'Institut Iliade. Bonjour Christopher. Je voudrais rajouter à votre cursus la direction de la revue Antaios de 1992 à 2001, revue d'études polythéistes qui avait été félicitée par Ernst Junger. Donc vous avez écrit plusieurs ouvrages, on va s'appuyer sur certains d'entre eux pour nourrir cette discussion, notamment Colibé, qui est un journal de lecture dissidente, La Source Pérenne, qui contient plusieurs textes parus dans Antaios par ailleurs, et Le Songe d'Empédocle, qui vient d'être réédité. Alors, pour commencer de but en blanc, j'aimerais que vous nous précisiez ce que c'est pour vous le beau. Oui. Alors, si Homère peut être considéré comme le père de la littérature européenne, puisque l'Iliade et l'Odyssée sont les premiers grands romans de l'homme européen, c'est Platon qui nous a appris à penser. Toute la philosophie occidentale est en fait, comme le disait je ne sais plus quel philosophe britannique, n'est jamais qu'une série de notes en bas de page en référence à Platon. Alors, interrogeons donc Platon pour savoir ce que pourrait bien être le beau. Dans un de ses premiers dialogues, l'Hippias majeur, Platon fait parler Socrate, et Socrate dit, dans la bouche sous la plume de Platon, les choses belles sont difficiles. Et il avoue qu'il est très embarrassé et que la définition glisse et lui échappe. Plus loin, dans un dialogue plus tardif, le Philède, Platon affine sa pensée et parle, en substance, je cite, de juste proportion des parties et d'harmonie du tout. Alors là, je crois qu'on touche à l'essentiel, d'autant que presque 20 siècles plus tard, avec Platon, Bossuet, lui définit la beauté comme la justesse, la proportion de l'ordre. Alors, il y a là trois mots importants, justesse, proportion et ordre. Ordre, en grec, se dit cosmos. Le cosmos est également ce qui est beau, au kalistos, au cosmos, comme le disait Héraclite. La justesse, évidemment, c'est une allusion au caractère, à la consubstantialité du beau, du vrai et du juste, qui est un élément fondateur de la pensée européenne, le laid n'étant jamais considéré comme vrai. Donc, gardons comme hypothèse de travail la beauté comme juste consonance des parties au tout et comme juste proportion dans un ordre cosmique. Pour les Grecs, j'ajoute, pour terminer, que la notion de beau n'est jamais coupée de la notion de santé. Le beau est à la fois ce qui est sain, ce qui est fort et gracieux, la laideur étant une abomination, de même que la misère pour les Grecs. Or, dans notre monde moderne, qui est, je parle de l'Europe moderne est riche, mais elle est misérable. Le problème est que justement, la laideur va de pair avec la misère. La laideur engendre la misère et vice-versa. La beauté, elle, peut se vivre même dans la pauvreté. Je livre ces petits éléments à votre réflexion. Et pour terminer cette première péroraison, je citerai un penseur extraordinaire, un penseur colombien, Nicolas Gómez Dávila, qui est pour moi un maître, un penseur tout à fait génial, un esprit antimoderne et réactionnaire 1000%, et qui dit de manière très juste, seul conspire efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l'admiration de la beauté. C'est pour ça que je suis ici. Donc votre précieux écrivain qui fait de vous un propagateur de la beauté. Vous avez d'ailleurs écrit dans Colibé un texte que je vais lire, dans lequel vous témoignez de ce qu'est la fonction
d'un écrivain, vous pourrez développer là-dessus. Mon idéal littéraire, la littérature comme sacerdoce, l'écriture comme théurgie, comme exaltation de la beauté du monde visible et invisible. L'écriture doit consister à chanter les fiançailles et les noces plutôt que le divorce, l'amour qui tout étreint plutôt que la discorde aux noires prunelles. L'art comme digue, dressé face au déclin, aux forces de la déréliction et de la mort. Si la littérature n'est pas une forme de dévoilement, si elle ne nous protège pas, comme le dit Kundera dans l'art du roman, contre l'oubli de l'être, elle n'est que profane, c'est-à-dire insignifiante. La fonction de l'artiste est de se mettre à l'écoute des puissances pour une plus grande connaissance de soi, des dieux et du monde. Quant à l'œuvre, elle a pour finalité de réintégrer en disant le vrai, qui est toujours beau. La fonction de l'artiste est bien d'ordre sacerdotal. Tout poète ne peut être que théurge. Sa mission est de modeler une pâte que les insensés, oubliés de sa nature divine, jugent informe. Caspar David Friedrich disait que le vrai peintre ne peint que ce qu'il voit en lui, le visible et l'invisible, unis et dévoilés tout ensemble. Ce que j'ai voulu dire par là, pendant cette introduction à mon journal littéraire, que j'ai voulu composer un petit manifeste littéraire de 3 pages pour tenter de voir clair dans mon travail, avec un peu de recul. Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai voulu rappeler en fait un élément essentiel pour ce qui est de la fonction de l'écrivain et de l'écrivain européen en particulier. Si nous prenons le premier vers de l'Iliade, le texte fondateur, Menin a aidé Théa. Menin, la colère, a aidé, chante, c'est un impératif. Théa, on traduit par muse, mais c'est la déesse, féminin du théos. Donc le poète, Homère, adjure la divinité de lui venir en aide. On retrouve ça chez Hésiode, on retrouve ça 5 siècles plus tard chez Lucrèce, qui, lorsqu'il débute le De Natura Rerum, qui est un long poème matérialiste et virtuellement athée, Lucrèce commence par son premier vers est Hominum divomque voluptas alma Venus. Donc il invoque Vénus, la nourricière Vénus. Donc cette tradition typiquement européenne d'invoquer les dieux pour les adjurer, d'inspirer le poète, se poursuit jusqu'à nos jours, et j'ai comme, c'est la mienne évidemment, mais j'ai comme prédécesseur également Friedrich Hölderlin, qui dans un poème très mystérieux dit ceci: le poète vient des dieux, mais il est exigé par les dieux. On rejoint là la vieille tradition romaine également du Vates. Le Vates étant à la fois le poète et le prophète. Donc le poète, dans la tradition archaïque, est vu comme un instrument d'une puissance supérieure qui le possède. Le poète, donc, subit une expérience assez difficile à communiquer, assez mystérieuse, qui est l'irruption en lui d'une voix. Et là, nous touchons au sacré qui est, par définition, inviolable. Alors, je vais vous citer une réflexion d'un grand helléniste britannique, Sir Maurice Bowra, très grand professeur à Oxford du siècle dernier, et un des plus grands connaisseurs de la Grèce ancienne, qui, dans son livre Testament, l'expérience grecque, définit la fonction du poète dans le monde grec. C'est le rôle du poète de saisir la beauté qui se cache, c'est important, la beauté se cache, dans les choses visibles et invisibles, toujours ce balancement entre le visible et l'invisible, de perpétuer en parole des instants d'illumination et d'extase qu'il a connus et de les faire partager aux autres hommes. Je pense que tout est dit. Faire partager, cela montre que le poète est au service des autres hommes, il est au service de sa communauté, il n'est jamais totalement détaché ni de l'histoire, ni de son peuple, ni de sa terre, et il doit perpétuer en parole ces moments d'illumination. Et là, je fais référence à ce que je disais il y a quelques instants sur cette irruption, cette mystérieuse irruption d'une voix en lui. Je disais hier soir lors de la présentation de mon livre « À l'âge d'homme » que j'utilisais une métaphore pour essayer de tenter d'expliquer ça.
Vous pensez à un bloc de marbre, un cube de marbre, qui est livré au sculpteur et que le sculpteur va petit à petit dégrossir pour finir par arriver à obtenir un résultat qui sera une tête, un buste. Eh bien, le buste, la tête, est déjà contenue dans le bloc de marbre. Pour les livres, c'est mon impression personnelle, je ne fais pas de théorie générale, mais pour les livres, c'est la même chose. J'ai toujours eu l'impression, au moment où je commençais à rédiger mes livres, que le livre était déjà écrit de toute éternité et que je n'étais jamais qu'un truchement, qu'un interprète, qu'une sorte de vecteur d'une force dont j'ignore à peu près tout. Donc le chant est personnel, mais il est transmis avec l'aide de la Théa, de la déesse. Et évidemment, ce livre déjà écrit, ce délire divin, comme disait Platon, est tout de même tempéré par la grammaire, je vous rassure, et par le dictionnaire lettré, ainsi que par des techniques bien précises. Alors le rôle de l'écrivain, le rôle de l'artiste en général, de l'écrivain en particulier, puisque je ne peux parler que de mon cas, c'est de révéler, de pérenniser, de créer chez son lecteur, chez le spectateur, par exemple, de cette peinture, de créer un sentiment de plénitude, de le rapprocher, lui, l'homme, le misérable homme, du divin, des mortels, des immortels. Le beau doit donc enchanter, toucher et adoucir l'existence. Alors, je vous donne un exemple d'adoucissement de l'existence par le biais d'une œuvre littéraire, et je vais parler du magnifique roman de mon ami Slobodan Despot, Le Miel. Slobodan est très modeste tout à l'heure dans sa présentation, puisqu'il a parlé de son expérience de photographe. Il a à peu près passé sous silence son travail d'écrivain. Le Miel est un court roman tout à fait merveilleux, très bouleversant, qui décrit une sorte de périple qu'un fils entreprend pour aller sauver son père qui se trouve en zone interdite quelque part dans les Balkans, quelque part dans l'ancienne Yougoslavie. Et ce sont les retrouvailles entre un père et un fils, et toutes sortes de péripéties dans ce pays qui a été morcelé par la guerre. Alors la réalité qu'il décrit est une réalité atroce, puisque on y voit des jeunes gens qui ont 15 ans plus tôt dansé sur les mêmes musiques, courtisé les mêmes filles, bu des pots et pris des cuites ensemble, sont allés sur les mêmes plages, ont fréquenté les mêmes écoles, ont été punis par les mêmes professeurs, etc. On voit ces gens se retrouver 15 ans plus tard, et l'un doit masquer son accent parce qu'il parle comme un belgradois et que s'il passe la frontière croate ou slovène, ça risque de lui valoir de sérieux problèmes. Donc il décrit une situation horrible, et pourtant, par la grâce du poète qu'il est, il parvient à purifier cette expérience. Et là, on revient à une notion très ancienne de la pensée européenne sur le beau et sur le sacré. Je pense à la poétique d'Aristote. Aristote dit que la tragédie commence par une mimésis, une imitation, et qu'elle doit aboutir à une catharsis, à une purification. Tous les grands romans commencent par la mimésis, par l'imitation, mais doivent absolument aboutir à une forme de catharsis. C'est ce que le camarade Despot a magnifiquement réussi. Alors donc le rôle du poète, c'est de transfigurer le réel en révélant cette part à la fois invisible et visible. C'est de saisir une magie et de la révéler du mieux qu'il peut. Je peux vous citer encore une petite citation, c'est Daumal qui disait « Le poète blanc cherche à comprendre sa nature de poète, à s'en libérer et à la faire servir. » Donc on revient à la notion de service. Il parle de poète blanc en l'opposant évidemment au poète noir. Le poète noir s'en sert et s'y asservit. C'est une distinction tout à fait essentielle entre magie noire et magie blanche. Tout grand poète est un magicien blanc, bien sûr. Or, ce qui triomphe dans l'art officiel dont on a parlé précédemment, justement, c'est plutôt ce qui ressemble étrangement à une forme de magie noire, n'est-ce pas? Alors, Christopher, en précisant que notre époque est sous la coupe d'une immanence totale, d'une insensibilité au beau, ce qui fait
fait que vous êtes à contre-courant. On en vient à ne plus savoir ce qu'est le sacré, à ne plus savoir comment rendre les choses belles intelligibles aux gens, et ça me renvoie à la citation que vous donnez dans les sources pérennes de Marc Aurèle, un des maîtres du stoïcisme ancien. Il écrit « Tous nous collaborons à l'achèvement d'une œuvre unique, les uns sciemment et avec conscience, les autres à leur insu. » Et je suis un peu perplexe en tant que jeune homme dans un monde désacralisé, puisque cet achèvement total, il semble qu'il y ait une omniscience du bien, alors que pourtant on a une relation identitaire au beau. On a une certaine culture qui fait que le beau que tu exprimes n'est pas celui d'autres. Alors comment est-ce que tu fais la distinction entre le sacré en général et l'esthétique qui est propre à différents peuples, et particulièrement l'esthétique européenne qui se distingue des autres? Oui, définir le sacré, là, il y a des bibliothèques là-dessus. Le sacré, bon, c'est l'inviolation, c'est l'inviolable. Je ne peux pas en parler, c'est même dangereux. Alors, il y a deux éléments à votre question. Bon, d'abord, on voit les choses d'un point de vue global. Dans un de mes livres, je pense dans la source pérenne, là où je citais Marc Aurèle, je disais que je me définissais comme au service du dharma. Le dharma est un terme sanskrit, mais qui a une traduction romaine, c'est l'ordo rerum, donc au service d'un ordre cosmique. L'artiste étant au service d'une forme de réintégration, de réenracinement. Le verbe dharma provenant d'une racine indo-européenne, dri, qui signifie maintenir. Donc l'artiste est un mainteneur, mieux qu'un conservateur. Donc ça, c'est une vision évidemment qui est, me semble-t-il, universelle, c'est de réintégrer l'homme dans sa maison commune qu'il partage avec les dieux, cette maison qui est soumise à des cycles éternels et des cycles qui sont ceux de la divine alternance. C'est développé dans le roman Le songe d'Empédocle, l'alternance entre les forces centrifuges de la discorde, la haine noire prunelle, et les forces centripètes de l'unification, qui sont les forces de l'amour qui tout étreint. Donc ça, en tant qu'artiste, qu'écrivain, moi je vois ça d'un point de vue, je dirais presque cosmique. Maintenant, je ne suis pas issu, je ne tombe pas du ciel, je suis le produit d'une lignée, né à New York, vous l'avez dit, une mère irlandaise, un père belge, une tradition donc ouest-européenne et nord-européenne, une culture, l'étude du latin depuis l'âge de 12 ans, le grec, la lecture des grands maîtres, Jung, Stendhal, etc. Donc, je ne suis pas chinois, je ne suis pas mexicain. Donc à chaque peuple, évidemment, de développer sa propre vision du beau. Je ne peux pas théoriser la vision du beau selon l'Europe, mais relisez Homère, relisez Platon. Alors, précisément... Oui, je pourrais peut-être ajouter une chose que, pour revenir à ce que Alain de Benoît a dit tout à l'heure sur l'art européen comme art de la représentation, c'était très juste de montrer que la haine de l'image n'est pas... nous est étrangère. Je pense qu'on pourrait même compléter ce qu'il a dit en disant que l'art européen est un art aussi de l'incarnation. L'incarnation, on connaît par le christianisme, puisqu'il s'est, je dirais presque, accaparé cette notion, mais il faut savoir que l'incarnation est un concept grec. L'image, l'icône, c'est quelque chose de très très ancien qui remonte aux origines des marbres de Praxitèle à la Vierge à l'enfant de Bellini, que j'ai encore pu admirer à Venise il y a 15 jours. Et il y a cette même tradition, 20 siècles d'amour du visage, d'amour du corps. Donc là, le refus de l'image nous est étranger, mais ce qui nous menace aujourd'hui, depuis, je dirais, une cinquantaine d'années, c'est moins le refus de l'image, la destruction des images, qui peuvent être, ça sont des phénomènes qui peuvent être combattus, c'est une affaire de basse police, n'est-ce pas? Mais ce qui est plus inquiétant, c'est cette direction perverse pour la laideur et pour l'informe qui est devenue la règle, qui
était celle de cette laideur institutionnalisée qui était représentée dans le petit film de présentation. Là se trouve évidemment l'adversaire, l'ennemi à pulvériser. Vous êtes au service. Est-ce que Le Songe d'Empédocle, vous le considérez comme un roman initiatique ou même avec un roman chargé de métapolitique? La question est un peu truquée, c'est moi qui lui ai dicté, n'est-ce pas? Bien sûr que Le Songe d'Empédocle est un roman métapolitique et un roman de reconquista spirituelle. C'est un roman de combat. Deux mots peut-être pour donner l'intrigue en quelques secondes. C'est l'histoire d'un périple accompli par un jeune Européen de la fin du XXe siècle, qui est un jeune homme au milieu de décombres, comme nous l'avons tous été, comme nous le sommes toujours, et qui apprend l'existence d'une société secrète remontant à la Grèce ancienne et qui transmet depuis Empédocle, depuis le 5e siècle avant, qui transmet les mystères de la Grèce archaïque, la Grèce des chamans, des thaumaturges et des penseurs. Alors il va rencontrer un peintre maudit, Arminius, qui l'introduira dans cette fratrie des Hellènes, cette société secrète, et qui l'enverra en mission pour tenter de rassembler ce qui était part, et de manière symbolique, il va devoir contempler 4 toiles qui font partie d'un polyptyque peint par ce peintre Arminius, et ces 4 toiles sont dispersées de par le vaste monde, depuis la Bretagne jusqu'à Bénarès. Donc il va d'abord aller à Brocéliande, dans la forêt de notre ami Marie, mon voisin. Il va aller à Rome, dans la campagne romaine, en pays étrusque. Il va aller à Delphes, l'Omphalos, le nombril du monde. Et enfin, il va aller se recueillir sur les bords du Gange, à Bénarès, pour enfin revenir en Europe et jouer le rôle qui est le sien de toute éternité dans cette fratrie des Hellènes. Donc, j'ai voulu par là, les lecteurs ont remarqué que tout dans le roman baigne dans une atmosphère légèrement uchronique et atemporelle. Il s'agit bien du XXe siècle, mais on ne parle pas de Deuxième Guerre mondiale, mais de grandes conflagrations. On ne parle pas d'ordre noir, mais d'ordre teutonique, puisque ce peintre Arminius s'est compromis avec l'ordre teutonique. Donc, il y a une sorte de prise de distance, à la fois spatiale et temporelle, qui est là pour créer une sorte de choc politique et aussi de prise de conscience par ce contraste. Donc, le roman est en fait une sorte de charge, enfin, il évolue comme tel, j'espère qu'il sera compris et lu de cette manière-là, comme une charge contre le nihilisme et contre le triomphe de la marchandise, contre cette dormition que dénonçait en son temps le regretté Dominique Vénère, cette dormition de l'Europe, de l'âme européenne, balkanisée et polluée. Donc, il s'agit évidemment d'une sorte de manifeste. Alors, j'aimerais donner lecture d'un extrait de ce roman, qui est précisément un balayage de l'histoire du XXe siècle, mais vu sous un angle radicalement différent, ce qui me mènera à vous demander comment combattre en effet contre les pollutions de la laideur et comment transmettre utilement, au-delà de votre roman, sur la base de votre écriture. C'est un peu long. Après les grandes conflagrations, guerres fratricides, qui virent s'affronter en d'atroces mêlées les peuples du vieux continent, le pouvoir avait changé à la fois de main et de nature. À l'autoritas, hérité de la Rome des Césars, s'était substitué un despotisme plébéien. Optimates et patriciens, dont les lignées avaient été saignées à blanc, cédèrent la place aux oclophiles, une oligarchie groupant les adorateurs de la matière et les serviteurs de l'or. Les figures tutélaires de cette caste, d'une étonnante arrogance, étaient Procus et Plutos. Sur le plan politique, sa doctrine évoquait la zoologie.
Au nom de grandes valeurs abstraites, ces réseaux bâtissaient un monde de termites. Ces gens recrutés dans la plaine, mais aussi parmi les rejetons d'anciennes familles, gagnaient à une sophistique venue du Nouveau Monde. En outre, reniant sans remords leurs idéaux de jeunesse, les rescapés des cénacles révolutionnaires, les fameux gardes rouges, avaient rejoint les rangs des oplophiles. Une capacité de mobilisation hors du commun, un cynisme à toute épreuve, toutes les recettes du viol des foules, ainsi qu'une intolérance intacte, constituèrent les principaux apports de ces résidus de la Révolution aux tenants de l'ordre marchand. Liés par des intérêts communs, comme par une même mystique inférieure, ils imposaient à la masse des consommateurs atomisés la bonne pensée, dont les axiomes, d'après la Vulgate en vigueur, fondaient toute vie civilisée. S'en écarter, les critiquer même du bout des lèvres, valait dans certains milieux la correction fraternelle prélude à une mort sociale. Le mot d'ordre était de saper toutes les digues et d'exercer la puissance pour la puissance. Afin d'imposer cet état de bestialité supérieure, les oplophiles, renforcés par les militants perdus, avaient dû faire appel aux polytechniciens, un ordre d'adeptes de la technique pour la technique, comme il y eut jadis les tenants de l'art pour l'art. Ces polytechniciens servaient sans illusion les oplophiles en l'attente de se substituer à ces plébéiens méprisés. Ils passaient leurs pions en doublant tous les appareils de l'institution, toutes les institutions d'un appareil parallèle qui petit à petit constituait le vrai pouvoir. Fascinés par leurs robots, les milieux d'affaires étaient acquis à ces sorciers de la technique qui, au fond de leur laboratoire et de leur salle de conférence, préparaient un monde parfait à la transparence glacée. Oui, là j'essaie de décrire l'abomination moderne, la chiennerie moderne dont parlait Flaubert, l'abomination dont parlait notre ami Despote tout à l'heure, tenter de poétiser cela pour peut-être faire prendre conscience de manière concise de l'ampleur de la catastrophe, mais en même temps, tout le roman est un roman d'un signe d'espoir, puisqu'il existe des réseaux de résistance, il existe une contre-culture, il existe des cénacles qui s'organisent. Et alors, mon ami me demande s'il peut encore vous faire subir une courte lecture. Très courte alors, on a un peu de retard sur le, c'est un poème. Le temps. C'est un poème. Mais parfait. Donc c'est le poème introductif au journal de lecture Colibé. Hymne à Apollon. Dieu de Delphes à la lyre d'or, vainqueur du dragon, toi le disciple pur, viens, bienheureux Phobos. Illustre enfant, révéré, source de sérénité, toi qui as franchi les tourments, toi qui repousses les démons, toi qui inspires et guéris, toi qui tranches et décides, écoute ton orant. Archi-souverain, toi l'oblique, le grésillant, toi le sauvage, l'écorcheur, prince magnanime, qui voit tout et éclaire les mortels. Écoute-moi d'un cœur bienveillant, maître de mesure, de vin, porteur de lumière, Dieu aux brillants honneurs, toi qui forces à voir ce qui est, clarté salutaire, franche lumière, seigneur des muses, Dieu au laurier, prince de Délos et de Memphis, Apollon.